Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté pour les deux soucis sociales de répondre à cette interview décalée. Alors, l'économie ne crée pas suffisamment d'emplois pour inverser durablement et sensiblement la courbe du chômage. Que faudrait-il faire selon vous pour y parvenir? 3 mesures, 3 seulement. La première, c'est que bien entendu, on doit avoir un système éducatif beaucoup plus performant. On met 2 fois plus d'argent par élève qu'en 1980. Et aujourd'hui, toutes les études démontrent que le taux d'illettrisme à la sortie des classes primaires est d'environ 20%. On ne peut pas avoir 20% de nos jeunes qui sont sur le chemin de l'exclusion, de la précarité, du chômage et éventuellement de la délinquance. Donc moi, je propose sur l'éducation de s'inspirer des universités, de donner l'autonomie aux établissements pour qu'elles puissent mener une politique pédagogique et une éducation qui s'adapte à la population scolaire. On ne peut pas avoir le même programme et la même technique et les mêmes moyens quand on est dans une zone urbaine sensible et au cœur du 7e arrondissement. Donc ça, c'est un sujet central parce qu'on sait que votre niveau scolaire, au niveau de la classe alimentaire, détermine votre avenir universitaire et votre avenir professionnel. Deuxième mesure majeure, l'économie marchera si on est capable de recréer les conditions du développement de nos PME. Et une mesure, nous manquons d'entreprises qui grossissent assez. Et pour cela, il faut s'inspirer de ce que font les Israéliens ou de ce que font les Britanniques, doter d'un instrument fiscal puissant permettant de donner aux entreprises créées les fonds propres et les capitaux propres qui leur permettront de financer leur développement. Et donc je propose une réduction d'impôt sur le revenu massive d'environ 200 000 euros qui permettrait à chaque investisseur de pouvoir le déduire de l'impôt et qui permettrait aux entreprises de pouvoir se développer et de pouvoir grossir au même titre que grossissent les entreprises anglaises ou allemandes. Et troisième mesure, s'il m'en fallait une troisième et dernière, il nous faut inverser cette folie dans une économie ouverte qui est de taxer autant le travail. Et c'est pourquoi je propose de détaxer massivement les cotisations sociales et de mettre ça sur la TVA. Parce que dans un pays, dans une économie ouverte, il nous faut taxer la consommation et non pas la production. Quand vous étiez gamin, qu'est-ce que vous rêviez de faire plus tard? On sait que Nicolas Sarkozy voulait être président de la République, Laurent Wauquiez aviateur, et vous vouliez être agriculteur comme papa? Moi, mon père avait une entreprise de maçonnerie, et dans la deuxième partie de sa vie, il a plus consacré à une ferme qu'il a reconstruite progressivement, qui était la ferme de mon grand-père. Ce que j'ai rêvé, c'est d'être vétérinaire, mais ça très vite, j'ai été obligé d'abandonner parce que mon niveau scolaire n'était pas suffisant. Et puis ensuite, en effet, je voulais être paysan parce que je pense que c'est le plus beau des métiers. Et puis j'ai eu la chance de connaître une femme qui m'a mis sur les rails, si je puis dire. Et puis après d'avoir un cursus universitaire, disons, convenable. Allez. Alors les petits patrons sont vent debout contre la prime Sarko contre dividendes. Au-delà du principe même que vous soutenez, que pensez-vous de ces modalités d'application et comment aurait-il fallu la mettre en œuvre pour qu'elle touche plus de salariés selon vous? Pour moi, c'est une mesure conjoncturelle, préélectorale. Ça mérite d'être clair. C'est pas une mesure structurelle. La mesure structurelle, redonner du pouvoir d'achat aux salariés, ça passe par détaxer les charges, détaxer le travail et donc réduire les charges sociales. Okay. Vous allez avoir 50 ans en août. Quelle fonction vous voyez-vous exercer dans 10 ans? Autre chose, probablement que la politique dans 10 ans. Ouais, c'est-à-dire retourner dans le monde de l'entreprise. Oui, vous savez, moi je suis le premier fonctionnaire de la famille. Tout le monde est chef d'entreprise dans la famille, petite et moyenne entreprise, artisans, commerçants. Je pense que j'aurais pu faire autre chose et notamment développer ma propre entreprise. Donc si dans 10 ans je fais plus de politique, voilà ce que je ferai. De toute façon, je me suis donné une règle simple. C'est que si un jour les électeurs décident de ne plus me faire confiance, je ne me représenterai pas le coup d'après. Xavier Bertrand et François Fillon vendredi ont parlé de taxer les rémunérations aberrantes et exorbitantes de certains patrons du CAC 40. Est-ce que vous les comprenez? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être une mesure pour des rémunérations exorbitantes, mais très franchement, c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. En France, quand on a besoin de régler un problème, en général, on crée un impôt ou une taxe. Moi, je pense que le meilleur moyen, c'est la transparence. C'est d'obliger à ce que l'opinion publique freine des comportements aberrants. Parce que face à l'opinion publique, personne ne résiste. Alors on est en pleine période de bac. Quelle formation supérieure le jeune papa que vous êtes et papa tout court conseillerait à un jeune de ne pas faire
pour éviter de se retrouver sur le marché du travail sans débouché? Je lui conseille, je ne sais pas ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je sais, c'est ce qu'il faut plutôt faire. Comme papa, des études de droit et Sciences Po, ça marche. Alors, la politique du gouvernement en matière d'emploi des jeunes se focalise beaucoup sur l'apprentissage et l'alternance. Donc acte, ça marche. Mais est-ce que c'est suffisant et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour permettre à ces milliers de jeunes diplômés qui sont sur le carreau aujourd'hui de trouver plus facilement un emploi? Il n'y a pas de recette propre aux jeunes. L'apprentissage en est une, bien entendu, et on pourrait doubler l'apprentissage. Faudrait-il que les conseils régionaux socialistes ne mettent pas des bâtons dans les roues pour le développement de cet apprentissage comme on le constate aujourd'hui dans toutes les régions? Faudrait-il aussi qu'on reconnaisse l'apprentissage à son juste niveau? Quand on est en Allemagne, on peut sortir de l'apprentissage et être patron d'une entreprise du CAC 40. En France, si vous ne sortez pas une des grandes écoles de la République, c'est impossible. Donc ça impose aussi qu'on fasse tout pour reconnaître l'apprentissage comme une filière d'excellence. Pour le reste, pour les 20% de jeunes sans qualification, il faut d'abord leur apprendre à lire, écrire et compter. Et puis pour les autres Français, pour les autres jeunes, c'est comme le reste des Français, il faut une économie qui soit beaucoup plus portée par la production. Moi, je veux qu'on refasse de la France un pays de production et non plus un pays qui a basé sur sa croissance sur la consommation payée par la dette. En matière de RSA, vous êtes plutôt Laurent Wauquiez ou Martin Hirsch? C'est-à-dire pour ou contre les travaux d'intérêt généraux? Je suis plutôt pour les travaux d'intérêt général, dès lors que, bien entendu, ça correspond à des capacités physiques et à un état de santé qui le permet. Il y a beaucoup de pays européens qui le font. En revanche, je suis hostile à l'idée de baisser le RSA comme l'avait proposé Laurent Wauquiez. Parce que déjà vivre avec ce niveau de rémunération, c'est plafonné à 75% la somme de tous les minima. Le problème, c'est plutôt augmenter les salaires que de baisser encore des niveaux de rémunération qui sont très faibles. C'était une bonne ou une mauvaise polémique? Utile ou pas? Au moins, ça a permis au pays de se poser des questions. Alors, pourquoi avoir proposé la création d'une commission d'enquête sur la transparence financière des syndicats et du patronat? Aujourd'hui, il y a la loi du 20 août qui les oblige à publier des comptes certifiés. On a l'impression que vous voulez leur enfoncer un peu plus la tête au moment où on leur demande de faire des premiers efforts. Non, je pense qu'il faut, au contraire, reconnaître plus le paritarisme et faire en sorte que le paritarisme soit financé convenablement. C'est compliqué, mais je pense qu'il le faut. Moi, je vous propose même d'inscrire dans la loi dans la loi constitutionnelle, le principe du paritarisme. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce que fait le nord de l'Europe. Et le nord de l'Europe, c'est de considérer que la loi fixe les grandes règles d'ordre public, notamment en matière sociale, et qu'ensuite il appartient aux syndicats, patronaux et salariés, de déterminer branche par branche les conditions de mise en œuvre de ces grands principes. C'est vers cela qu'on doit aller pour avoir plus de souplesse. Dernière question, est-ce que vous connaissez approximativement le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont inscrits à Pôle emploi, quelle que soit la catégorie? Le nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi, nombre exact, non, je ne peux pas vous le dire. Mais si on considère qu'il y a 3 millions de chômeurs, alors après ça dépend de la catégorie, mais enfin sur la catégorie 1, admettons qu'il y en a 1 million. Un peu beaucoup, non. En fonction des catégories, il y en a entre 400 000 grosso modo et 650 000. Bon, 613 000. Voilà. Hervé Morin, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des Deux Souliers Sociales. Merci.